Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette présentation de la région du parc national de Zion qui se trouve dans l'État de l'Utah aux États-Unis. Parmi vous, nombreux, je pense, sont celles et ceux qui ont déjà eu l'occasion d'effectuer un ou plusieurs road trips en Utah et vous allez donc pouvoir rafraîchir vos connaissances et pourquoi pas glaner de nouvelles informations. Pour les autres, eh bien, ce sera une découverte qui, je l'espère, vous donnera envie de sauter le pas et de venir nous rendre visite lors d'un prochain voyage. Je vous propose de localiser l'Utah sur la carte des États-Unis, qui sont, comme vous le savez, un grand pays. Notre État est situé au cœur de l'Ouest américain. Il fait partie à la fois de cette immense chaîne de montagnes qu'on appelle les Rocheuses américaines, ainsi que d'un très vaste haut plateau désertique qu'est le plateau du Colorado. L'Utah a des frontières communes avec le Nevada à l'ouest, puis dans le sens des aiguilles d'une montre avec l'Idaho, le Wyoming, le Colorado, une pointe du Nouveau-Mexique et enfin l'Arizona au sud. Je vous ai également situé la Californie puisque bien souvent, un voyage dans la région des parcs nationaux de l'Utah débute ou s'achève à Los Angeles ou San Francisco. L'Utah est un grand État puisqu'il représente environ 40% de la superficie de la France pour une population de seulement 3,2 millions d'habitants. Donc nous sommes une destination de grands espaces par excellence. Et si l'on observe la carte topographique de l'Utah, eh bien on s'aperçoit que nous avons un relief qui est très marqué, avec beaucoup de contrastes, en particulier à l'est et au sud de l'État. Notre capitale est Salt Lake City, la ville du Grand Lac Salé, qu'on distingue facilement ici à l'écran, et c'est également une porte d'entrée idéale pour toute la région, car nous avons des liaisons aériennes directes depuis Paris et Amsterdam vers l'aéroport de Salt Lake City International avec les compagnies Delta Airlines et KLM. Une porte d'entrée aussi bien pour les parcs nationaux du sud de l'Utah que pour la région des Rocheuses, et je pense notamment aux parcs de Yellowstone et Grand Teton, situés dans le Wyoming tout proche. On peut distinguer trois régions géologiques majeures en Utah. Les Rocheuses, dont je vous parlais, et là nous avons des paysages essentiellement alpins, avec des sommets de 3 à 4 000 mètres d'altitude. À l'ouest, une immense région désertique avec très peu de routes et d'habitations, qu'on appelle le Grand Bassin. Et enfin, au sud de l'Utah, ce grand plateau qui est le plateau du Colorado. Alors le Colorado, c'est un fleuve qui prend sa source dans l'État du Colorado et qui va façonner toute cette région avec une multitude de canyons de roches rouges, de déserts, de pitons rocheux, des paysages typiques du Far West, tels qu'on a pu les voir dans les grands films western classiques américains. Et c'est justement dans cette région que vous trouverez l'une des plus importantes concentrations de parcs nationaux aux États-Unis. La carte suivante vous indique les principaux axes routiers de l'Utah, en particulier les autoroutes qu'on appelle interstate, puisqu'elles passent par plusieurs États, en particulier la I-15 qui va de Los Angeles sur la côte pacifique jusqu'à la frontière avec le Canada au nord, en traversant l'Utah du nord au sud. C'est l'autoroute par laquelle l'immense majorité d'entre vous arriverait ou repartirait de l'Utah, puisqu'elle permet également de rejoindre Las Vegas, qui n'est situé qu'à 1h30 de route de la frontière sud-ouest de l'Utah. Donc vous constatez que l'Utah est très bien desservi par le réseau routier. Je vous parlais à l'instant d'une des plus fortes concentrations de parcs nationaux de l'Utah. Je vous propose de les situer, tous ces parcs sur la carte, à commencer par Zion, celui que nous allons voir plus particulièrement aujourd'hui. Donc voici Zion, Bryce Canyon, Capitol Reef, Arches et Canyonlands. Ce sont nos 5 grands parcs nationaux qu'on appelle également les Mighty Five. À ces parcs viennent s'ajouter également le Glen Canyon National Recreation Area. C'est un nom un peu long et un peu compliqué, alors on lui a également attribué le nom usuel de Lake Powell. Le lac Powell est également géré par l'Agence fédérale des parcs nationaux. Et enfin, il n'y a pas un voyage dans le sud-ouest des États-Unis qui soit complet sans une visite de la très célèbre Monument Valley sur la frontière sud-est avec l'Arizona. Monument Valley n'est pas un parc national. Nous sommes ici sur le territoire du peuple Navajo, qui est le peuple natif de la région et qui gère donc ce parc. C'est le cliché typique de l'Ouest américain, rendu célèbre notamment par John Wayne et John Ford. Alors regardez bien cette carte et la position de tous ces parcs.
Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on constate qu'ils sont tous situés, plus ou moins, à équidistance les uns des autres. Et ça, c'est l'une des particularités des parcs de l'Utah, c'est que vous ne passerez jamais plus de 2 à 3 heures de route entre deux grands parcs, ce qui, à l'échelle du pays, est très raisonnable et rend les road trips en Utah particulièrement confortables. Allez, enfilez votre sac à dos et vos chaussures de marche. Je vous emmène dans les parcs nationaux et plus précisément le parc national de Zion. Alors, aux États-Unis, lorsque vous arrivez à l'entrée d'un parc national, vous êtes systématiquement accueilli par le logo du National Park Service, qui est l'agence fédérale qui gère les parcs nationaux et qui dépend du ministère de l'Intérieur. Et juste à côté, vous avez le nom du parc en question. Passé ces panneaux, vous avez la plupart du temps, un peu plus loin, les guérites du péage d'entrée. Dans ces guérites, vous avez les rangers avec leur uniforme reconnaissable en vert kaki et en gris, ainsi que leur fameux chapeau. Sachez d'ailleurs qu'il y a 3 types de rangers dans les parcs nationaux. Ceux qui ne portent pas de badge au logo du National Park Service sont les rangers chargés de l'aménagement du parc et de l'entretien des infrastructures. Ceux qui portent un petit badge doré au logo des parcs nationaux, comme ici en bas à gauche de la photo, ce sont les rangers affectés à l'accueil, au péage, bref, ceux qui sont directement au contact des visiteurs. Et puis, il y a les rangers avec un gros badge doré. Et alors cela, on s'en doute, c'est du sérieux. C'est la police du parc et ils sont là pour s'assurer, par exemple, que vous ne commettez pas d'excès de vitesse ou que vous ne faites pas preuve d'imprudence lors de votre visite. Le ranger de la guérite d'entrée procédera à l'encaissement des frais d'accès ou vérifiera la validité de votre passe. Et il vous sera remis une brochure sur laquelle vous retrouverez un plan du parc, un récapitulatif des sentiers de randonnée aménagés, ainsi que tout un tas d'informations sur la faune, la flore, les mesures de sécurité observées, etc. Alors, bonne nouvelle pour les francophones, les parcs nationaux de l'Utah ont chacun fait traduire leur brochure en français. Si le ranger au péage oublie de vous poser la question, n'hésitez pas à lui demander s'il reste des guides en français. L'immense majorité d'entre vous découvriront l'Utah en combiné avec 2, 3, voire 4 autres États, et donc vous serez amené à visiter entre 6 et 10 parcs nationaux, voire davantage. Et je vous recommande fortement de vous procurer le pass America the Beautiful. C'est un pass qui s'achète au premier des parcs nationaux que vous visiterez. Il est nominatif, vous avez droit à 2 signatures sur le pass, et il vous donnera accès libre et illimité pendant 1 an, à compter du mois d'achat, à l'ensemble du réseau des parcs nationaux des États-Unis, qui comprend également les monuments nationaux, les National Recreation Areas, dont fait partie notamment Lake Powell, ainsi que les parkings des forêts nationales. Le pass est valable pour le conducteur du véhicule et tous ses occupants jusqu'à 9 personnes au maximum, conducteur inclus. Par exemple, si vous conduisez un minivan et que vous êtes 7 personnes dedans, vous profitez donc tous d'un seul pass à 80 $. Le pass est donc très vite amorti. Et d'ailleurs, je vous ai mis à titre indicatif ce qu'il vous en coûterait si vous décidiez plutôt de payer chaque parc national individuellement. Et le résultat, vous voyez, est flagrant. Pour tous les autres parcs nationaux que vous visiterez, vous n'aurez plus qu'à présenter votre pass ainsi que votre permis de conduire au ranger de la guérite du péage. Et vous pouvez rentrer et sortir autant de fois que vous le souhaitez. Voilà, une fois le péage passé, vous avez systématiquement ce qu'on appelle le Visitor Center. C'est un bâtiment qui regroupe un comptoir d'information tenu par les rangers au petit badge doré, parfois un musée, un petit cinéma ou un film présentant le parc où vous vous trouvez est diffusé en boucle, l'inévitable boutique de souvenirs, et là je dois dire que les boutiques des parcs nationaux sont plutôt très bien fournies avec des articles de qualité, et puis bien sûr des toilettes et toujours des fontaines à eau potable en libre service. Prenez le temps, ne serait-ce que 10 minutes, de vous arrêter au Visitor Center. Si vous hésitez sur vos activités du jour, dites au ranger que vous êtes par exemple une famille de 4 avec de jeunes ados, que vous êtes des marcheurs moyens, que vous avez 4 ou 5 heures devant vous, et le ranger ciblera les meilleures options. Il pourra aussi vous donner un point sur la météo, ce qui peut être déterminant dans la région. Bref, vous aurez plein de bons conseils pour ne pas perdre de temps et profiter pleinement du parc selon vos critères. Également, près du comptoir des rangers, vous trouverez une ardoise sur le mur sur laquelle seront inscrites les activités guidées et gratuites du jour organisées par les rangers. Par exemple, l'ardoise peut indiquer
aujourd'hui à 16 heures, rendez-vous à tel endroit dans le parc pour une démonstration sur la faune, la flore. Cela peut être également le meilleur spot pour prendre des photos au coucher de soleil, etc. Donc, encore une fois, le Visitor Center est là pour vous. Ne soyez pas timide et entrez échanger avec les rangers, qui pour nombre d'entre eux sont des bénévoles, et donc par définition, ils adorent ce qu'ils font et ils aiment partager leurs connaissances. Alors, beaucoup de personnes qui ont déjà effectué un périple dans l'Ouest américain et que j'ai l'occasion de rencontrer sur les salons du voyage me disent qu'elles sont rentrées frustrées de ne pas avoir consacré plus de temps à la découverte de Zion. Il faut dire que le parc est situé entre Las Vegas et un autre de nos grands parcs nationaux, Bryce Canyon. Et la route qui permet de rejoindre Bryce traverse le parc de Zion. Et donc, on serait tenté de croire que le simple fait de traverser Zion suffit à le découvrir et à en profiter. Et c'est là l'erreur, car Zion est d'une taille équivalente à 6 fois celle d'une ville comme Paris, et qui présente à lui seul une diversité de terrains, de paysages, de climats, de couleurs et de végétation comme nulle part ailleurs dans l'Ouest américain. L'altitude du parc oscille entre 1100 et 2650 mètres. C'est donc logiquement qu'on va trouver une mosaïque d'écosystèmes, d'un environnement riverain aux forêts mixtes de conifères et de trembles, en passant par les prairies arides, le désert ou encore les forêts de pins ponderosa. Zion est un véritable ballon d'oxygène, une oasis, ce qui est rare dans la région du plateau du Colorado, et par conséquent ce parc ravira les randonneurs, en particulier pendant les mois de forte chaleur, de juin à septembre, car ici on trouve de l'eau et la végétation apporte souvent une ombre salvatrice pour les marcheurs. La carte que vous voyez à l'écran présente la délimitation du parc de Zion en gros traits noirs. Et la partie du parc sur laquelle nous allons nous attarder est celle entourée de rouge qu'on appelle le Main Canyon ou canyon principal. C'est une zone qui va regrouper les principaux points de départ, des sentiers de randonnée balisés, et donc c'est un secteur très visité. Ici, en bleu, on voit l'unique route qui traverse Zion, la Highway 9, d'ouest en est, et qui bien sûr passe par le Visitor Center. Une deuxième route part de la Highway 9, je la mets ici en rouge, et elle va suivre le lit de la rivière qui a formé le canyon de Zion et qui s'appelle la Virgin River. C'est cette route qui vous permettra de rejoindre la plupart des sentiers de randonnée. Et afin de limiter la circulation routière dans cette partie du parc, Zion a mis en place un système de navettes gratuites qui permettent de relier le Visitor Center à tous ces sentiers, ainsi qu'au Zion Lodge dont je vous parlerai dans quelques instants. Sur cette route, seules les navettes du parc et les véhicules des employés ont le droit de circuler, ainsi que les personnes ayant une réservation de chambre au Zion Lodge, auquel cas un Red Permit leur sera délivré à l'entrée du parc, qu'il faudra accrocher au rétroviseur. Vous aurez alors le droit de parcourir avec votre voiture le tronçon qui mène jusqu'au lodge, c'est-à-dire à peu près jusqu'à la moitié de la route, mais pas au-delà. Les horaires de la navette varient selon les saisons, mais en période estivale, le premier départ depuis le Visitor Center est à 7 heures et le dernier départ 19h30. Quant au dernier retour en direction du Visitor Center, il est généralement fixé à 20h15 depuis le terminus de la ligne. Bien entendu, il faut vérifier les horaires exacts dès que vous arrivez sur place. En période hivernale, c'est-à-dire de novembre à février, il est autorisé de rouler avec son propre véhicule sur la route qui mène au lodge et au-delà sans le fameux permis rouge, mais il est possible que la navette soit imposée sur certains week-ends de jours fériés et vacances scolaires américaines. Et vous le voyez ici à l'écran, le parc se dote peu à peu de navettes électriques pour réduire encore davantage leur impact sur l'environnement de Zion. Alors la navette du parc compte 9 arrêts, depuis le Visitor Center jusqu'au terminus Temple of Sinawava. Et à chaque arrêt correspond un ou plusieurs départs de sentiers de randonnée. Pas besoin de les apprendre par cœur, car un message enregistré dans la navette vous précisera les noms de chaque randonnée correspondant au prochain arrêt. Les randonnées ont été classées en 3 niveaux, facile, moyen et physique, en fonction de la distance parcourue, du dénivelé et de la nature du terrain, selon si vous marcherez sur un sentier goudronné ou au contraire sur de la roche, voire dans l'eau. Et vous voyez qu'il y en a vraiment pour tous les niveaux, sachant que d'autres secteurs du parc de Zion proposent eux aussi des options de randonnée,
Donc vous pourriez passer une semaine à vous balader dans Zion sans jamais revoir 2 fois les mêmes paysages. À l'écran, vous voyez que 2 sentiers indiquent qu'ils sont actuellement fermés. Ce sont des sentiers sur lesquels des éboulements rocheux se sont produits il y a bientôt 2 ans, et les travaux de déblaiement sont tels qu'ils n'ont pas encore pu être rouverts. Et alors je profite de parler des randonnées pour insister sur un aspect très important, et il en va de votre sécurité. Bien que les sentiers de randonnée dans les parcs soient très bien entretenus, il y a tout de même des règles à suivre, et en particulier sur votre équipement. Voilà le kit essentiel pour que vous puissiez visiter toute la région des parcs de l'Utah en sécurité et confortablement. La première règle d'or chez nous, c'est boire, boire, boire. Dans le sud de l'Utah, vous êtes en région désertique où l'air est très sec et vous vous déshydratez particulièrement vite. Il est donc primordial de boire beaucoup d'eau tout au long de la journée, même si vous ne ressentez pas la soif. Beaucoup de visiteurs souffrent de maux de tête le soir à l'hôtel, voire même de saignements de nez. N'allez pas chercher plus loin, c'est bien souvent à cause d'une déshydratation. Et bien sûr, tout ce qu'il faut pour se protéger du soleil, c'est-à-dire les lunettes, la casquette et la crème solaire. Il faut également de bonnes chaussures de marche qui maintiennent vos chevilles, une veste chaude même en été, car avec les différences d'altitude, l'amplitude thermique peut être conséquente, y compris les mois d'été. Et enfin, un sac à dos suffisamment grand pour y loger l'eau, le pique-nique et des affaires personnelles. Voilà, une fois que vous êtes paré, vous pouvez partir explorer Zion sans retenue. Regardez les couleurs du parc et c'est absolument incroyable, surtout au petit matin ou au coucher de soleil, car vous avez la roche qui semble parfois prendre feu et contraste avec le ciel et la végétation. Les photographes, amateurs comme professionnels, vont particulièrement se faire plaisir dans le sud de l'Utah et n'oubliez pas de prévoir suffisamment de cartes mémoire pour stocker vos photos et vidéos. Je vous disais que Zion est le paradis des randonneurs. Alors j'ai sélectionné 2 randonnées à vous présenter. Ce sont 2 randonnées pas comme les autres et que vous ne retrouverez nulle part ailleurs aux États-Unis. La première, c'est Angel's Landing, qui, si vous vous en souvenez, est qualifiée de randonnée physique dans le classement de Zion. Alors là, nous avons une randonnée en 2 parties. La première partie, c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est un sentier goudronné qui monte, qui monte, qui monte, avec au total 24 lacets consécutifs. Par moments, ça grimpe fort et les dénivelés sont importants. Cette partie est relativement accessible à tous, pour peu qu'on prenne bien son temps. Et on accède alors à un premier point de vue panoramique sur le canyon de Zion. Et là, vous pouvez le constater, la vue est absolument magnifique et on a largement la place de se poser, boire de l'eau, manger une barre de céréales, faire des photos, etc. Pour cette première partie, comptez entre 40 minutes et 1 heure de marche en fonction de votre condition physique. Et c'est à partir de là que ça se corse un peu. La deuxième partie de la randonnée s'adresse aux personnes qui ne souffrent pas de vertige et qui sont en bonne forme physique, puisque vous allez littéralement grimper jusqu'au promontoire appelé Angel's Landing, avec parfois le vide autour de vous. Il y a bien sûr une ligne de vie, une chaîne accrochée à la roche à laquelle vous vous tiendrez. Et il faudra bien entendu prendre votre temps et vous concentrer sur où vous posez vos pieds. Cette deuxième partie de la montée représente entre 45 minutes et 1h30. Cela reste très variable en fonction du nombre de personnes présentes ce jour-là sur le sentier et bien sûr à nouveau de votre condition physique. Et à l'arrivée, la récompense, car vous dominez tout le canyon de Zion. La photo que vous voyez à l'écran ne représente qu'une partie du canyon que vous pourrez admirer, puisque le canyon s'offre à vous à 360 degrés. C'est absolument magique. À la saison où je vous parle, c'est-à-dire février, le paysage depuis Angel's Landing ressemble plutôt à cela. C'est une photo que j'ai prise un début de mois de février. Il y avait eu un peu de neige et de givre, mais il est possible d'acheter pour une vingtaine de dollars des crampons à fixer facilement sur vos chaussures de randonnée pour pouvoir marcher en toute sécurité sur la neige tassée. Et comme on se réchauffe en marchant et que l'air est sec, eh bien on peut aisément se retrouver en t-shirt le temps d'une pause pique-nique. Tout aussi spectaculaire et unique, bien que plus facile d'accès, ce sont les Zion Narrows, une autre randonnée mythique du parc de Zion. Alors ici, le but du jeu, c'est de remonter le canyon de la rivière Virgin en marchant dans l'eau, entouré par des parois rocheuses de 2 à 300 mètres de hauteur.
Le niveau de l'eau varie bien sûr selon les saisons. On a parfois de l'eau jusqu'au mollet, jusqu'aux genoux, jusqu'aux cuisses, avec très souvent la possibilité de marcher sur des portions moins profondes, voire à sec, comme ici sur la photo. En été, la température de l'air dans le canyon avoisine les 30-34 degrés. Celle de l'eau peut facilement atteindre 22 ou 23 degrés, ce qui rend la balade très agréable et rafraîchissante. Selon s'il a plu quelques jours auparavant ou pas, l'eau sera chargée en alluvions ou bien elle sera limpide. Sachez que s'il y a le moindre risque d'orage, le sentier permettant d'accéder au lit de la rivière sera fermé par les rangers pour des raisons évidentes de sécurité. On peut même faire la randonnée des Narrows en plein hiver, à condition d'avoir le bon équipement. Et voici justement l'équipement que je ne saurais trop vous conseiller de louer pour la journée. Plusieurs agences situées dans le village de Springdale, à l'entrée ouest de Zion, proposent de louer l'équipement complet, qui en été sera constitué de chaussettes en néoprène, une paire de chaussures de marche dans l'eau antidérapante et un gros bâton de marche en bois. Pour cet équipement, il vous faudra compter 25 $ pour le premier jour et 14 $ par jour supplémentaire si vous souhaitez y retourner plusieurs jours d'affilée. Croyez-moi, le simple fait d'avoir cet équipement changera complètement votre expérience dans la rivière. D'abord parce que le lit de la rivière est très inégal. Vous avez tantôt des rochers, tantôt du sable ou des galets glissants. Donc il faut que vos pieds soient protégés et confortables. Et puis avec cet équipement, vous avancerez beaucoup plus vite que celles et ceux qui ont improvisé leur balade et que vous croiserez en tongs, en basket ou pieds nus. Ne soyez pas découragés, car sur les premiers 500-700 mètres, il y aura beaucoup de monde dans l'eau. Et puis ça va vite s'éparpiller, car ceux qui n'ont pas l'équipement abandonnent généralement vite, car ils se sont tordus une cheville ou ils ont froid aux pieds. Le clou du spectacle est une portion du canyon appelée Wall Street, celle que l'on voit sur la plupart des cartes postales. Les parois sont plus rapprochées et la roche de couleur vive. Depuis votre départ en navette du Visitor Center jusqu'à votre retour à Springdale pour rendre le matériel, comptez environ 6 heures, dont 3 ou 4 dans la rivière, avec bien sûr des endroits au sec pour vous reposer et pique-niquer. Les souvenirs et les photos que vous ramènerez de cette journée sont impérissables. Et puis au printemps, à l'automne et en hiver, lorsque l'eau est très fraîche, voire glaciale, on ajoute la combinaison étanche intégrale. Seuls les pieds sont en contact de l'eau, mais la température est largement supportable grâce aux chaussettes en néoprène. Et là, il faut compter 45 $ par jour de location. N'oubliez pas également d'emporter avec vous ou de louer sur place un sac à dos étanche pour y loger votre pique-nique, un vêtement chaud et des effets personnels. Et puis, comme je vous le disais précédemment, le parc de Zion offre bien d'autres opportunités de randonnée dans des décors féeriques. Par exemple, Zion Subway, que vous voyez à l'écran. Il s'agit d'une randonnée très physique qui requiert un permis, car il y a des quotas d'accès chaque jour. Et l'un des deux parcours donnant accès au Subway comprend plusieurs descentes en rappel, qui nécessitent d'avoir le matériel adéquat et bien sûr de bien savoir s'en servir. Si ces options vous intéressent, n'hésitez pas à prendre contact avec moi et je vous communiquerai les détails, notamment la procédure d'obtention du permis. Une autre activité très populaire dans le parc de Zion est le vélo. Du fait que la route qui mène au lodge et au-delà soit fermée à la plupart du trafic, il est très agréable et sécurisé de la parcourir à vélo. Et plusieurs agences de Springdale vous permettent d'en louer à la journée ou sur plusieurs jours. Les navettes gratuites disposent de racks permettant d'accrocher votre vélo. Et si vous souhaitez effectuer une partie du trajet en navette, c'est tout à fait possible et sans supplément. Très apprécié également des visiteurs, ce sont les balades à cheval. Et il y a une société qui s'appelle Canyon Trail Rides qui propose des balades au sein du parc national de Zion. Alors attention, ce ne sont pas des chevauchés pour cavaliers expérimentés. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ce sont des balades tranquilles en file indienne, surtout pour admirer le paysage. Ils proposent des balades d'1 heure pour 50 $ et accessibles aux enfants à partir de 7 ans, ainsi que des balades de 3 heures à 100 $ qui, elles, sont accessibles dès 10 ans. Et je vous ai précisé le lien pour les réservations, www.canyonrides.com, sachant qu'il y a plusieurs départs par jour entre mars et octobre. Alors on a beaucoup parlé de randonnée, de marcher dans l'eau, de faire du vélo ou du cheval. Je tiens également à préciser que le parc de Zion, comme tous les parcs de l'Utah,
met tout en œuvre afin qu'il soit accessible à tous, quelle que soit votre condition physique, votre âge ou tout simplement votre forme ce jour-là. À Zion, par exemple, plusieurs sentiers ont été goudronnés pour permettre aux personnes en fauteuil roulant d'aller au plus près des points de vue panoramiques et des curiosités naturelles du parc. Les navettes sont toutes équipées d'élévateurs pour permettre le transport des fauteuils en toute sécurité et les installations du parc, comme le Visitor Center ou les sanitaires, sont équipées de rampes d'accès. Il n'est absolument pas nécessaire d'être grand sportif ou de déborder d'énergie pour profiter pleinement de ce que Zion et les autres parcs nationaux de l'Utah ont à offrir. Je vous ai indiqué d'ailleurs sur le visuel des liens pratiques si vous souhaitez davantage de renseignements sur l'accès de Zion et le reste de l'Utah pour les personnes à mobilité réduite. Et encore une fois, je me tiens à votre disposition si toutefois vous n'y trouviez pas l'information que vous recherchez. Je vous ai cité à plusieurs reprises le Zion Lodge. Et cela nous amène à la partie hébergement de notre présentation. Certains parcs nationaux américains, pas tous, proposent un ou plusieurs hébergements au sein même du parc. C'est ce qu'on appelle un lodge. Alors attention, un lodge de parc national aux États-Unis n'est pas nécessairement un hébergement haut de gamme, même si les prix pratiqués sont souvent conséquents en haute saison. Il s'agit généralement d'édifices historiques, parfois rustiques, qui présentent l'avantage d'être situés au cœur du parc et donc de la nature. En Utah, seuls 2 de nos parcs nationaux disposent d'un lodge. Il s'agit de Zion et Bryce Canyon. Vous voyez ici l'emplacement du Zion Lodge. On peut difficilement faire mieux. Encore que, vous vous apercevrez que le village de Springdale à l'entrée ouest du parc est lui-même situé dans le canyon de la Virgin River et les vues qu'offrent les hôtels de Springdale n'ont rien à envier à celles du Zion Lodge. Voici à quoi ressemble une chambre du Zion Lodge. On est tout à fait dans l'esprit lodge des années 30. C'est très cosy avec parquet au sol, cheminée au gaz, ce n'est pas du charbon pour des raisons de sécurité et d'entretien. Il y a du bois, du cuir, de la pierre de taille, c'est très réussi. Alors bien sûr, quand on est au fin fond d'un parc national, il ne faut pas être très exigeant sur la connexion Internet. Il y a bien une connexion Wi-Fi au Zion Lodge, mais elle est très aléatoire. Le lodge comprend également une salle à manger ouverte pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, ainsi qu'un foyer où on peut se détendre et jouer à des jeux de société, et enfin une grande boutique de souvenirs. Et puis, qui dit dormir dans un parc national dit dormir en camping, au plus près de la nature et des animaux. D'ailleurs, une biche s'est cachée sur cette photo. Saurez-vous la retrouver? Il est très fréquent de croiser des biches et autres cervidés dans le parc de Zion, comme d'ailleurs dans tout le sud de l'Utah. Le parc de Zion gère 3 terrains de camping. 2 sont situés dans l'enceinte même du parc, le Watchman Campground que vous voyez à l'écran et le South Campground. Tous deux sont au sud-ouest du parc, proche de l'entrée et du Visitor Center. Le troisième, Lava Point Campground, est quant à lui situé au nord du parc, proche de la route d'accès à Collop Terrace. Watchman et South sont souvent pris d'assaut l'été et complètent tous les soirs d'avril à octobre. Il est donc impératif de réserver votre emplacement au plus tôt sur le site www.recreation.gov. Les emplacements accueillent aussi bien les tentes que les campervans ou les camping-cars. Des toilettes sont disponibles avec eau courante, ainsi que des tables de pique-nique et des barbecues. En revanche, aucun ne dispose de douche, mais vous en trouverez à l'entrée du parc dans le village de Springdale, à louer pour quelques dollars. Par exemple, chez Zion Outfitter, qui loue le matériel pour les Narrows, propose des cabines de douche impeccables pour 4 dollars les 5 minutes. Et puisqu'on parlait de camping-car, leur accès dans le parc est bien sûr autorisé. Mais il y a une particularité à Zion. Cette particularité, c'est un tunnel d'environ 1,7 km de long, creusé dans la roche sur la Highway 9. Et ce tunnel n'est pas assez large pour permettre à 2 véhicules de type camping-car de se croiser. Donc, à chaque passage de camping-car, les rangers arrêtent la circulation dans un sens pour laisser passer les véhicules volumineux et même chose dans l'autre sens. Alors, ces informations sont un peu techniques, mais pour résumer, si votre camping-car atteint et dépasse les dimensions indiquées sur le croquis,
vous devrez vous acquitter d'une taxe de 15 $ à l'entrée du parc, qui vous permettra de faire stopper le trafic nécessaire à votre passage par le tunnel. Ce permis est valable pour 2 passages, donc un aller-retour, sur une période de 7 jours consécutifs. Et vous voyagez également dans des tranches horaires spécifiques pour ces passages. À noter que le tunnel est interdit aux cyclistes et aux piétons. Springdale est le village situé à l'entrée ouest du parc de Zion et il présente la particularité d'être niché directement dans le canyon de la Virgin River, si bien qu'on a l'impression d'être déjà dans le parc national. Pour résumer, vous avez l'avantage du parc national en termes de paysage et à la fois le choix et la qualité des prestations hôtelières, des restaurants, cafés, boutiques, etc. Springdale est un village très photogénique, adapté aux piétons, avec tout le long de la route principale des pistes cyclables. Et ici aussi, vous avez une navette gratuite qui parcourt tout le village jusqu'à l'entrée du parc, où vous n'aurez plus qu'à changer de navette pour rejoindre vos sentiers de randonnée. C'est très pratique parce que la capacité d'accueil des parkings de Zion est très limitée et lorsqu'on y arrive à partir de 9-10 heures le matin, il est déjà très difficile de se garer. Donc la navette gratuite permet de ne pas être dépendant d'une place de parking dans le parc. Et puis si vous sortez le soir au restaurant et que vous souhaitez prendre du vin ou une bière, eh bien vous n'aurez pas à vous poser la question de qui ne boira pas d'alcool, puisque la navette pourra vous ramener près de votre hôtel, et ce, de 6h30 à 22h15 au printemps et à l'automne, et de 5h30 à 23h15 l'été, avec une navette toutes les 10 à 15 minutes. Et c'est à Springdale que vous trouverez, de loin, le plus grand choix d'hébergements et restaurants à proximité immédiate de Zion. Quand je dis proximité immédiate, c'est que par exemple, l'hôtel de Springdale situé le plus proche du parc n'est qu'à 3 minutes à pied du Visitor Center. Alors l'objectif, bien sûr, n'est pas de vous donner une liste à l'après-vert des hôtels proposés à Springdale, il y en a trop, mais juste quelques-uns qui sont représentatifs du parc hôtelier local et du standing. Puisque vous allez voir qu'ici les hôtels, même s'ils appartiennent pour certains à des chaînes connues, pour leur structure standardisée, ils doivent répondre à un cahier des charges très strict en matière de respect de l'environnement et d'architecture, puisqu'ils doivent être en harmonie avec les environs et notamment ne pas excéder 2 étages de hauteur. Voici par exemple le La Quinta Inn and Suites, qui, si vous avez déjà connu un La Quinta aux États-Unis, ne ressemble en rien aux autres établissements de la chaîne. Il offre l'un des meilleurs rapports qualité-prix de Springdale, adapté aux familles puisque certaines de ses chambres disposent d'une pièce séparée avec lit superposé pour les enfants. Et puis c'est actuellement l'hôtel qui possède la plus grande piscine de Springdale, avec notamment des jeux d'eau, donc là aussi très apprécié des familles. Best Western est une chaîne très connue aux États-Unis et à travers le monde. C'est une véritable institution dans l'Ouest américain et celui de Springdale a ouvert ses portes il y a à peine 3 ans et toujours cette architecture qui respecte l'environnement immédiat. Le Spring Hill Suites de la chaîne Marriott est également un hôtel assez récent, situé en plein cœur de Springdale, et regardez le panorama à peine arrivé dans le foyer principal où se trouve la réception. Les baies vitrées gigantesques offrent une vue imprenable sur les parois rocheuses de Zion. Les chambres et suites, quant à elles, sont de style contemporain, très spacieuses. Comme beaucoup d'hôtels maintenant à Springdale, le Spring Hill Suites inclut le petit déjeuner avec la location des chambres, ce qui était encore assez rare aux États-Unis jusqu'à il y a une dizaine d'années. Le Majestic View Lodge fait aussi partie des grands classiques de Springdale et il offre lui aussi un très bon rapport qualité-prix. C'est le tout premier hôtel que vous verrez lorsque vous arriverez à Springdale par l'ouest en vous dirigeant vers le parc de Zion. Il est par conséquent un peu excentré et il vous faudra prendre votre véhicule de location ou la navette du village pour vous rendre au centre de Springdale. Et vous voyez ici le style des chambres, plus classique que les hôtels précédents et peut-être aussi plus chaleureux. Le Driftwood Lodge, un autre visage de l'hôtellerie indépendante de Springdale, et celui-ci abrite également l'un des meilleurs restaurants en ville, le King's Landing Bistro, dont je vous parlerai dans un instant. Les chambres ont été refaites récemment dans un style assez épuré, et ils pratiquent aussi des tarifs compétitifs par rapport aux autres hôtels de même catégorie à Springdale. L'un des hébergements de Springdale les plus haut de gamme
est sans conteste le Cable Mountain Lodge. Et c'est l'hôtel qui est situé à 3 minutes à pied seulement de l'entrée du parc et du Visitor Center. Les chambres et suites sont très spacieuses, toutes avec cuisine équipée. Certaines ont 2 voire 3 chambres séparées et le confort est optimal. La photo de la piscine montre bien l'environnement dans lequel se situe le Cable Mountain Lodge et les terrasses du bâtiment principal offrent elles aussi des vues splendides sur Zion. À noter également, l'hôtel possède l'unique spa complet de Springdale, qui n'a ouvert ses portes que récemment d'ailleurs, puisque c'était il y a 3 ans. The Spa at Cable Mountain est ouvert à tous. Il n'est pas nécessaire de loger dans cet hôtel si vous voulez vous offrir un massage après avoir crapahuté toute la journée dans Zion. Je vous propose maintenant qu'on se fasse plaisir avec quelques photos des plats que vous serez susceptibles de trouver dans les nombreux restaurants de Springdale, à commencer par Oscars, une institution dans le village depuis de nombreuses années. Il s'agit d'un authentique restaurant mexicain, réputé notamment pour son guacamole préparé à votre table et ses tacos de poisson. Pour un repas un peu plus formel, direction le Switchback Grill, qui sert aussi bien d'excellente viande au grill que des poissons comme la truite arc-en-ciel des rivières de l'Utah, ainsi que des salades fraîches et de délicieux desserts. C'est parfait pour une occasion spéciale, par exemple un anniversaire. Juste à côté du Switchback se trouve Jack's Sports Grill. Et comme son nom l'indique, c'est avant tout un sports bar dans lequel vous pourrez suivre un match de basket, de football américain ou de baseball tout en mangeant un bon burger. Pour la petite histoire, vous y verrez sur le mur de la porte d'entrée un maillot dédicacé du joueur français de l'équipe de basket NBA des Utah Jazz, j'ai nommé Rudy Gobert, qui fréquente le Jack's Grill lorsqu'il est de passage par Zion. King's Landing Bistro, dont je vous parlais tout à l'heure, puisqu'il est dans l'enceinte de l'hôtel Driftwood Lodge. Excellente cuisine de saison, la plupart des ingrédients sont bio, et si l'envie vous tente de goûter au carpaccio de bison, c'est ici et nulle part ailleurs. Si vous avez envie d'un vrai bon café, de pâtisserie et de sandwich fait maison, ou d'une bonne salade, direction Café Soleil, dans une ambiance très décontractée et un peu bohème. Et c'est parfait notamment pour un petit déjeuner copieux avant d'aller affronter Angel's Landing ou les Narrows. Voilà, et puis comme je suis moi-même très gourmand, je ne résiste pas à l'envie de partager la meilleure adresse de Springdale pour déguster de très bonnes glaces ainsi que des chocolats et des fraises nappées de chocolat, tout cela fabriqué sur place au Springdale Candy Company. Voilà, vous l'aurez deviné, Springdale est une étape de grande qualité, dans un décor de rêve et aux portes d'un des plus beaux parcs nationaux américains. Vous pouvez y passer facilement 2 ou 3 nuits, je vous garantis que vous ne le regretterez pas, tant il y a de choses à faire et à voir dans cette région. Allez, on poursuit notre route un peu plus à l'ouest et nous allons nous arrêter dans un autre village, beaucoup plus petit que Springdale, mais qui constitue également une étape intéressante si on souhaite visiter Zion. Je veux parler de Virgin, situé à 21 km à l'ouest de Springdale et qui porte le nom, vous l'aurez deviné, de la rivière Virgin qui le traverse. Et autour de ce petit village, il y a 3 hébergements atypiques dont je voudrais vous parler. Il s'agit de Under Canvas Zion, de Zion's Tiny Oasis et Zion Wildflower Resort. Under Canvas Zion fait partie de la chaîne Under Canvas, présente à proximité de plusieurs parcs nationaux aux États-Unis. Nous en avons 3 en Utah, dont un ici, à Virgin, sur les hauteurs de Zion. C'est ce qu'on appelle un établissement de type glamping, qui est une contraction des mots glamour et camping. Le glamping peut se décliner sous plusieurs formes. Ici, ce sont uniquement des tentes de type safari, avec ou sans sanitaire privatif, et dans un décor, vous le voyez, somptueux. Les tentes sont disposées en terrasse, si bien qu'aucune d'elles n'a de vis-à-vis. Certaines, comme sur la photo en haut à gauche, ont une partie de leur toit en plexiglas transparent, permettant d'observer le ciel étoilé chaque soir depuis son lit, et c'est vraiment magique. Il y a un snack-restaurant sur place, c'est assez succinct comme menu, mais juste ce qu'il faut, et vous n'avez donc pas besoin d'aller jusqu'à Springdale pour dîner le soir ou prendre votre petit déjeuner le matin. Au sud de Under Canvas, en reprenant la direction de Virgin, se trouve le Zion's Tiny Oasis, un ensemble de 3 maisonnettes qui ressemblent à des maisons de poupées, et c'est incroyable tout le confort qu'on a pu caser dedans,
à en juger d'ailleurs les images. Toutes sont très cosy, avec cuisine entièrement équipée, petit salon, salle à manger, salle de douche et WC, mezzanine avec lit 2 personnes, climatisation. Une des maisonnettes d'ailleurs peut accueillir jusqu'à 6 adultes confortablement. Vous voyez également un deck extérieur avec salon de jardin, barbecue. Il y a même un brasero pour faire griller vos marshmallows le soir au coin du feu. Et la cerise sur le gâteau, c'est que chaque maisonnette dispose de son propre jacuzzi. De quoi bien vous détendre après avoir arpenté les reliefs de Zion et sa région. Et enfin, la troisième structure atypique est située à l'entrée de Virgin et il s'agit du Zion Wildflower Resort, avec une partie glamping constituée de tentes aménagées, ainsi que des wagons comme au temps des pionniers, et une autre partie avec des petits chalets entièrement équipés, comme on peut le voir en bas à gauche de la photo. Sachez également qu'à Virgin se trouve un hôtel récent de la chaîne Fairfield Inn and Suites. Les chambres et parties communes sont parfaitement bien tenues et le rapport qualité-prix est imbattable pour un hôtel situé aussi proche de Zion, puisque vous n'êtes pas dans le village de Springdale et le restaurant ne propose pas de restauration, hormis le petit déjeuner qui est compris dans la location des chambres. Si vous souhaitez prendre de la hauteur et vous faire plaisir lors de votre passage à Virgin, la compagnie Zion Helicopter y a un héliport et propose des survols de la région de Zion. L'hélicoptère ne survole pas à proprement parler le parc, puisque les survols sont interdits, mais vous faites une très belle balade qui contourne une bonne partie du parc et vous offre une vue spectaculaire sur le canyon de la Virgin River. Beaucoup plus physique que l'hélicoptère, le VTT. Alors le VTT, c'est un sport très répandu en Utah. De grandes compétitions internationales sont organisées chaque année, et en particulier ici dans les environs de Virgin, et les adeptes de VTT extrêmes auront reconnu les paysages, puisque c'est bien ici que se sont déroulées les dernières éditions du célèbre Red Bull Rampage. Alors sans aller jusqu'à devoir faire des acrobaties, bien sûr, la région compte des centaines de kilomètres de pistes pour tous les niveaux, et vous trouverez de nombreuses agences de location de VTT un peu partout. Toujours dans le registre de l'aventure et des activités physiques en plein air, sachez que sur les hauteurs de Zion, en lisière du parc, des opérateurs vous proposent de fabuleux parcours de Via Ferrata. Et c'est tout récent, ça s'appelle Angels Leading Ledgewalk, à ne pas confondre avec la randonnée Angels Landing, ça n'a rien à voir, et c'est proposé par Utah Adventure Center. Dans le même état d'esprit, vous avez la possibilité d'effectuer des descentes en rappel avant de remonter le canyon par une autre Via Ferrata. Cette activité est proposée par Zion Adventure Company, basée à Springdale. Les amateurs et amatrices de sensations fortes seront comblés et les opérateurs que je vous ai cités disposent bien sûr du matériel dernier cri et d'instructeurs chevronnés pour assurer votre entière sécurité. Et au fur et à mesure qu'on se dirige vers l'ouest et qu'on s'éloigne de l'entrée du parc de Zion, on va traverser des villes et villages à l'image de Laverkin ou Hurricane, situés respectivement à 33 et 37 km de l'entrée de Zion, où se trouvent des hébergements allant du camping aux hôtels de chaîne traditionnels, où vous trouverez des La Quinta, Best Western, Comfort Suites, etc., à des prix très compétitifs. Vous l'avez compris, la star de la région que nous venons de parcourir est le parc national de Zion. Pour autant, il ne faudrait pas non plus oublier les parcs d'État qui s'y trouvent. Aux États-Unis, un parc d'État, State Park, contrairement à un parc national, n'est pas géré par le fédéral, mais par chaque État individuellement. L'Utah gère donc ses propres State Parks, et nous en avons, tenez-vous bien, 44, qui sont situés un peu partout sur notre territoire, en particulier dans la région du sud de l'Utah, et donc à proximité des parcs nationaux. Ces parcs sont généralement de taille beaucoup plus modeste. On peut y consacrer 1 ou 2 heures, le temps d'une petite marche ou d'un pique-nique, voire la journée entière si on y pratique des activités ludiques, par exemple du VTT, du kayak, du paddleboard, du cheval, etc. Et donc dans la région de Zion, nous avons 4 parcs d'État. Je vous les situe en bleu sur la carte. Et vous pouvez constater qu'ils sont tous assez proches de l'autoroute Interstate 15, que vous emprunterez pour venir depuis ou partir vers Las Vegas. Donc, il n'est pas besoin de faire de grands détours pour profiter d'un ou plusieurs de nos parcs d'État en combiné avec Zion. Ici, Snow Canyon a été formé par un mélange de coulées de lave volcaniques et de dunes de sable pétrifiées.
Le résultat est spectaculaire quand on y superpose la couleur de la végétation et celle du ciel. Snow Canyon est situé en lisière de la ville de Saint-Georges, qui est la première ville que vous traverserez en Utah en arrivant de Las Vegas. Sand Hollow State Park, quant à lui, fait figure de mini lac Powell, avec ses eaux bien bleues qui tranchent avec la roche rouge. Il y a également plusieurs plages de sable autour du lac, et des agences louent des kayaks, des canoës et des planches à paddle. L'été, l'eau avoisine les 25-26 degrés, et Sand Hollow devient alors la piscine préférée des familles de la région. Ici, Gunlock State Park, qui est adjacent à une grande retenue d'eau, un lac artificiel sur lequel il est possible de pêcher, de louer des petits bateaux, ainsi que des kayaks et bien sûr de nager. Et enfin, le quatrième parc d'État de la région, qui est Quail Creek State Park, un autre lac artificiel sur lequel les locaux viennent s'adonner à la pêche et aux sports nautiques non motorisés. Tous ces parcs d'État disposent de terrains de camping aménagés, de toilettes et d'aires de pique-nique. Le pass America the Beautiful dont je vous parlais en début de présentation ne donne pas accès au parc d'État, dont l'entrée est également payante et varie entre 7 et 15 dollars par voiture et par jour. Voilà, cette présentation touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir ou redécouvrir le parc national de Zion et sa région. Je vous communique les sites internet sur lesquels vous pourrez trouver davantage d'informations sur l'Utah et la région du Greater Zion, ainsi que les liens vers nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et enfin, pour celles et ceux qui souhaitent être mis en relation avec des voyagistes spécialisés sur la destination de l'Utah et des États-Unis plus généralement, pour soumettre un projet de voyage, je vous invite à consulter la liste des membres de l'association Visit USA Committee, sur laquelle vous y trouverez tous les contacts nécessaires. Le premier lien vous donnera accès aux voyagistes français. Quant au second, il est dédié au marché de la Belgique. Merci encore pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo de l'Office de tourisme de l'Utah.